Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Sabine Vespizer, présentent Une vie entière de Robert Zetaler, interprété par Guy Moigne. Par un matin de février de l'année 1933, Andreas Heger souleva de sa paillasse complètement trempée à l'odeur un peu rance le chevrier mourant Jean Kalischka, que les gens de la vallée appelaient Jean des Cornes, et le porta au village sur un sentier de montagne de plus de 3 kilomètres, enfoui sous une épaisse couche de neige. Il était passé à la cabane de Jean des Cornes, mu par un étrange pressentiment. Il avait trouvé recroquevillé sous un monceau de vieilles peaux de chèvre, derrière le poêle éteint depuis longtemps. Maigre à faire peur et blanc comme un linge, il le fixa du regard dans l'obscurité. Heger comprit que c'était la mort qui se planquait derrière son front. Il le prit dans ses bras comme un enfant et le posa doucement dans la hotte tapissée de mousse sèche où Jean des Cornes avait coltiné sa vie durant son bois de chauffage et ses chèvres blessées. Il lui passa une longe autour du corps, l'attacha au châssis et serra les nœuds à faire craquer le bois. Quand il lui demanda s'il avait mal, Jean des Cornes secoua la tête et sa bouche grimaça un sourire. Mais Heger savait qu'il mentait. Les premières semaines de l'année avaient été inhabituellement chaudes. Dans les vallées, la neige avait fondu. Au village, l'eau du dégel glougloutait, clapotait continuellement. Mais depuis quelques jours, il refaisait un froid glacial et la neige tombait, drue, moelleuse, omniprésente, avalant le paysage, étouffant tout signe de vie et le moindre bruit. Pendant les premières centaines de mètres, Heger ne parla pas à l'homme qui tremblait sur son dos. Il avait assez à faire avec ce sentier qui descendait à pic devant lui en zigzagant et qu'il devinait plus qu'il ne le voyait dans cette pluie de flocons. De temps en temps, il sentait remuer Jean des Cornes. « Va pas me claquer dans les doigts !» dit-il tout haut, sans attendre de réponse. Mais il était presque venu à bout de la première demi-heure de route, sans rien entendre que son propre halètement, quand la réponse retentit derrière lui. « Claquer serait pas une mauvaise chose. »« Mais pas sur mon dos !» dit Heger en s'arrêtant pour réajuster les courroies de cuir sur ses épaules. Il dressa l'oreille un instant dans la neige qui tombait, ouatée. Le calme était absolu. C'était ce silence des montagnes qu'il connaissait si bien et qui emplissait encore son cœur d'angoisse. « Pas sur mon dos !» répéta-t-il avant de reprendre sa marche. À chaque lacet, la neige semblait tomber encore plus drue, inlassable, molle, sans un bruit. Derrière, Jean des Cornes bougeait de moins en moins. Il finit par ne plus remuer du tout. Andreas Heger redouta le pire. « T'es mort ou quoi ?» demanda-t-il. « Non, espèce de fichu boiteux !» reprit une voix étonnamment claire. « C'était juste pour savoir. Faut que tu tiennes jusqu'au village, après tu feras ce que tu veux. Et si je veux pas tenir jusqu'au village, faut que tu tiennes !» dit Heger. Il trouvait qu'il avait assez parlé maintenant, et la demi-heure suivante, ils progressèrent en silence. Presque à 300 mètres à vol d'oiseau au-dessus du village, à la hauteur de l'arête aux vautours, où les premiers aroles se courbaient sous la neige comme des nains bossus, Heger rata le chemin, trébucha, atterrit sur son fond de culotte et dévala la pente une vingtaine de mètres avant d'être stoppé par un bloc rocheux de taille humaine. À l'ombre du rocher, il n'y avait pas de vent. La neige semblait tomber plus lentement, plus silencieusement. Heger était sur les fesses, le dos un peu calé contre la hotte. Dans le genou gauche, il ressentait une douleur aiguë, mais c'était supportable et sa jambe était entière. Jean des Cornes resta un moment sans bouger. Puis il se mit à tousser et enfin à parler, d'une voix rauque et si basse qu'il était à peine audible.
Hein? Où est-ce que tu veux reposer, Andreas Egger? Quoi? Dans quelle terre tu veux qu'on t'ensevelisse? Je sais pas, dit Egger. Il n'avait jamais réfléchi à la question et, à vrai dire, ne se voyait guère user son temps et ses pensées à ce genre de choses. La terre, c'est la terre où qu'on repose, ça revient au même. Peut-être que ça revient au même, comme tout revient au même à la fin, entendit-il murmurer Jean Descornes. Mais il fera assez froid, un froid qui te bouffe les os, et l'âme. L'âme aussi? Demanda Egger, qui en eut soudain des frissons dans le dos. Surtout l'âme, précisa Jean Descornes. Il tendait le cou au-dessus de la hotte tant qu'il pouvait maintenant, fixant le mur de brume et de flocons devant lui. L'âme et les os et l'esprit et tout ce que t'aimais et à quoi t'as cru toute ta vie, tout ça, le froid éternel te le bouffe. C'est écrit, on me l'a dit. De la mort naît une nouvelle vie, racontent les gens, mais les gens sont plus cons que le plus con de mes boucs. Moi je te le dis, de la mort, il n'est rien du tout. La mort, c'est la femme froide. La quoi? La femme froide, répéta Jean Descornes. Elle passe sur la montagne et elle se glisse dans la vallée. Elle vient quand elle veut et elle prend ce qu'elle a besoin. Elle n'a pas de visage et pas de voix. La femme froide, elle vient, elle prend et elle repart, c'est tout. Au passage, elle t'attrape et elle t'emporte et elle te jette au fond d'un trou. Et dans le petit bout de ciel que t'aperçois avant qu'elle t'enterre pour toujours, elle t'apparaît une dernière fois et elle te souffle son haleine à la figure. Tout ce qui te reste après, c'est la nuit et le froid. Egger leva les yeux vers le ciel neigeux, craignant soudain d'y voir apparaître une forme qui lui souffle à la figure. « D'où Jésus » marmonna-t-il avec effort. « C'est terrible. »« Oui, c'est terrible » dit Jean Descornes, dont la voix s'enrouait de frayeur. Les deux hommes ne bougeaient plus maintenant. Sur le silence s'était posé le chant ténu du vent qui effleurait l'arête rocheuse en dispersant de minuscules confettis neigeux. Tout à coup, Egger sentit une secousse. La seconde d'après, il basculait en arrière et s'étalait dans la neige. Dieu sait comment, Jean Descornes avait réussi à dénouer ses liens et à s'extraire promptement de la hotte. À présent, il se dressait devant lui, squelettique, sous ses haillons, un peu chancelant dans le vent. Egger en eut de nouveau froid dans le dos. « Tu remontes tout de suite, dit-il, tu vas attraper mal !» Jean Descornes restait figé là, le cou tendu. Un moment, il parut épier l'écho des paroles d'Egger, avalé par la neige. Puis il tourna les talons et commença à escalader la montagne à toutes jambes. Egger se ressaisit, dérapa, retomba sur le dos en jurant, s'arc-bouta des deux mains au sol et se remit sur ses pieds. « Mais reviens !» cria-t-il au chevrier qui détalait à une vitesse stupéfiante. Jean Descornes n'entendait plus. Egger fit glisser les courroies de ses épaules, laissa tomber la hotte et courut à sa poursuite. Au bout de quelques mètres, il dut s'arrêter hors d'haleine. La pente à cet endroit était trop raide. À chaque pas, il s'enfonçait dans la neige jusqu'aux hanches. Devant lui, la silhouette filiforme rapetissait à vue d'œil et finit par se fondre dans la blancheur opaque des rafales de neige. Egger joignit les mains en entonnoir devant sa bouche et cria à gorge déployée « Arrête-toi, imbécile! Tu peux toujours courir pour échapper à la mort !» Mais en vain, Jean Descornes avait disparu. Andreas Egger fit les dernières centaines de mètres qui le séparaient du village et alla requinquer son âme mortellement effrayée à l'auberge du Chamois d'Or avec une assiette de beignets au sein doux et une eau-de-vie maison. Il chercha une place, tout près du vieux poêle en faïence, et quand il eut posé ses deux mains à plat sur la table, il sentit la chaleur du sang affluer de nouveau dans ses doigts. La petite porte du poêle était ouverte. Dedans, le feu crépitait. Un bref instant, il crut distinguer dans les flammes le visage du chevrier qui le fixait, impassible. Il referma l'ouverture en vitesse et siffla son schnaps cul-sec, les yeux fermés.
Quand il les rouvrit, une jeune femme se tenait devant lui. Elle se tenait devant lui, les mains sur les hanches, et le regardait. Ses cheveux étaient courts d'un blond de lin, sa peau brillait d'un éclat rosé à la chaleur du poêle. Ça lui rappela les minuscules porcelets qu'enfant il prenait dans la paille pour presser sa figure contre leur ventre si doux, embaumant la terre, le lait et le fumier. Il baissa les yeux sur ses propres mains. Elle lui faisait une drôle d'impression tout à coup, là, comme ça, lourde, inutile, bête. « Encore un ?» demanda la jeune femme, et il hocha la tête. Elle apporta un second verre, et quand elle se pencha pour le poser sur la table, elle effleura l'avant-bras d'Egger d'un pli de son corsage. L'effleurement fut à peine perceptible, mais il lui causa une petite douleur aiguë qui, seconde après seconde, semblait s'infiltrer plus profondément dans ses chairs. Il la regarda, et elle sourit. Toute sa vie, Andreas Egger devait repenser à cet instant, à ce bref sourire, cet après-midi-là, devant le poêle de l'auberge qui crépitait doucement. Quand il ressortit à l'air libre un peu plus tard, il avait cessé de neiger. Il faisait froid et l'air était clair. Des lambeaux de nuages gravissaient lentement les montagnes dont les sommets brillaient déjà dans la lumière du soleil. Egger avait dépassé le village et se frayait un passage dans la neige profonde pour rentrer chez lui. Au bord du torrent, des enfants s'ébattaient à quelques mètres en aval d'un vieux ponton de bois. Ils avaient jeté leurs cartables dans la neige et s'amusaient à remonter le lit du ruisseau. Les uns descendaient le cours d'eau gelé sur les fesses, tandis que d'autres, progressant à quatre pattes sur la glace, écoutaient l'eau qui clapotait légèrement dessous. Quand ils aperçurent Egger, ils se regroupèrent et se mirent à crier « V'là le boiteux! V'là le boiteux !» Leur voix aiguë résonnait dans l'air cristallin comme les cris des jeunes aigles royaux qui planaient en altitude sur la vallée, frondaient sur les chamois tombés dans les gorges ou enlevaient les chèvres des pâturages. « Ah, le boiteux! Ah, le bancroche !» Egger posa la hotte par terre, brisa un morceau de glace gros comme le poing dans le rebord de la berge, prit son élan et le lança dans leur direction. Il avait visé beaucoup trop haut. Le bout de glace vola bien au-dessus de la tête des enfants. Au point culminant de sa trajectoire, il fit mine de rester un moment suspendu en l'air, petit corps céleste étincelant dans la lumière du soleil. Puis il retomba et disparut sans bruit dans l'ombre des sapins recouverts de neige. Trois mois plus tard, assis exactement au même endroit sur une souche d'arbre, Egger observait l'entrée de la vallée obscurcie par un nuage de poussière jaunâtre dont émergèrent bientôt les 260 ouvriers, les 12 mécaniciens, les 4 ingénieurs, les 7 cuisinières italiennes et les quelques hommes de main, sans attribution précise, qui composaient l'équipe du chantier Bittermann et Fils et approchaient du village. De loin, cette foule évoquait un immense troupeau de bêtes, et il fallait plisser les yeux très fort pour distinguer çà et là un bras levé ou un piolet posé sur une épaule. Cette équipe constituait l'avant-garde d'une file de carrioles et de camions bourrés de machines, d'outils, de poutrelles de fer et autres matériaux de construction qui progressaient au pas sur la route inégale. C'était la première fois que la sourde pétarade de moteurs diesel retentissait dans la vallée. Les gens du coin se tenaient en silence au bord de la route, jusqu'au moment où le vieux valet de ferme, Joseph Malitzer, arracha son feutre de sa tête et le lança haut dans les airs en poussant un cri de jubilation. Alors les autres commencèrent à crier à tue-tête, exaltants. Cela faisait des semaines qu'on attendait le début du printemps et l'arrivée de l'équipe du chantier. On allait construire un téléphérique qui fonctionnerait au courant électrique continu et dont les bennes en bois bleu azur emporteraient les gens le long de la montagne où ils jouiraient d'une vue panoramique sur toute la vallée. C'était une entreprise formidable. Sur presque 2000 mètres de longueur,
des câbles d'acier de 25 mm d'épaisseur, entrelacés comme des vipères lors de l'accouplement, sillonneraient le ciel. Il faudrait venir à bout d'une dénivellation de 1300 mètres, franchir des gorges, dynamiter des surplombs rocheux. Et avec le téléphérique, l'électricité arriverait dans la vallée. Des câbles vibrants achemineraient le courant électrique. Les routes, les salles et les étables baigneraient, même la nuit, dans une chaude lumière. C'est à toutes ces choses et à bien d'autres encore que pensaient les gens en envoyant leurs chapeaux et leurs cris de joie dans la clarté de l'air. Heger se serait bien mis à l'unisson, mais pour une raison obscure, il restait assis sur sa souche. Quelque chose lui pesait qu'il ne pouvait s'expliquer. Cela venait peut-être des moteurs qui pétaradaient, de ce bruit qui emplissait subitement la vallée et dont on ne savait quand il disparaîtrait de nouveau. Ou même s'il disparaîtrait un jour. Il resta assis là encore un moment, mais finalement ce fut plus fort que lui. Il bondit sur ses pieds, dévala la pente, rejoignit les autres au bord de la route et se mit à crier de joie aussi fort qu'il pouvait. Enfant, Andreas Heger n'avait jamais crié de joie, voire crié tout court. Jusqu'à sa première année d'école, il n'avait même pas vraiment parlé. Il s'était constitué non sans peine un petit pécule de mots qu'il se disait tout haut en de rares moments et assemblait au hasard. Parler voulait dire attirer l'attention, ce qui pour le coup ne présageait rien de bon. Quand un beau jour de l'été 1902, on l'avait hissé hors de la voiture qui l'amenait d'une ville située au-delà des montagnes, le petit garçon était resté coi, levant de grands yeux étonnés sur les cimes d'un blanc irisé. Il pouvait avoir environ 4 ans alors, peut-être un peu moins ou un peu plus. Personne ne le savait exactement, personne n'en avait cure, et c'était bien le cadet des soucis du fermier Hubert Kranstocker qui réceptionna le petit Heger à contre-cœur et glissa au cocher un misérable pourboire de 2 groschen avec un quignon de pain rassis. Le gamin était l'unique enfant d'une de ses belles-sœurs qui avait mené une vie de patachon et que le bon Dieu avait châtié récemment d'une tuberculose et rappelé à lui. Toutefois, l'enfant avait une bourse de cuir avec quelques billets pendus autour du cou. Un argument de poids qui dissuada Kranstocker de l'expédier au diable manu militari ou de le coller au curé en le déposant sous le porche de l'église, ce qui revenait quasiment au même d'après lui. Quoi qu'il en fût, Heger était là maintenant et regardait les montagnes, ébahi. C'est l'unique image qui lui resta de sa petite enfance, et il la trimballa avec lui toute sa vie. De souvenirs du temps d'avant, il n'en avait point, et quant aux années d'après, ses premières années chez le gros fermier Kranstocker, elles s'étaient fondues on ne sait quand dans les brumes du passé. Dans son souvenir suivant, il se voyait vers 8 ans, nu et maigre, suspendu à la barre où l'on attachait les bœufs. Ses jambes et sa tête pendouillaient à ras du sol qui puait la pisse de cheval, tandis que son petit derrière blanc se dressait dans l'air hivernal et encaissait les coups qu'assénait Kranstocker avec une baguette de coudrier. Comme toujours, le fermier avait trempé la tige dans l'eau pour l'assouplir. Elle fendait l'air d'un trait en sifflant avant d'atterrir sur le derrière d'Heger dans un bruit de soupir. Heger ne criait jamais. Cela excitait le fermier qui frappait encore plus dur. Dieu endurcit l'homme fait à son image pour qu'il règne sur la terre et tout ce qui s'affaire dessus. L'homme accomplit la volonté de Dieu et dit la parole de Dieu. L'homme donne la vie à la force de ses reins et prend la vie à la force de ses bras. L'homme est la chair, il est la terre, il est paysan, et il se nomme Hubert Kranstocker. Quand il lui plaît, il retourne son champ, charge une truie adulte sur ses épaules, met un enfant au monde ou en suspend un autre sur la barre de l'étable, car il est homme, il est le verbe, il est action. « Seigneur, pardonnez-nous » disait Kranstocker en cinglant l'air de sa baguette. « Seigneur, pardonnez-nous » Des raisons de racler, il n'en manquait pas. Du lait renversé, un pain moisi,
une vache égarée, la prière du soir bafouillée. Un jour, le fermier tailla trop grossièrement sa baguette, ou il oublia de l'assouplir dans l'eau, ou il frappa encore plus fort que d'habitude, on ne savait pas exactement. Toujours est-il qu'il frappa et que, quelque part dans le petit corps, il y eut un gros craquement et que le gamin cessa de remuer. « Seigneur, pardonnez-nous » dit Kronstocker en laissant retomber le bras, étonné. On porta le petit Egger à la maison, on l'étendit sur la paille, et la fermière le ranima d'un seau d'eau froide et d'un bol de lait chaud. Quelque chose s'était démis dans sa jambe droite, mais les consultations à l'hôpital coûtaient trop cher. On alla donc au village voisin quérir le rebouteux Alois Klammerer. Alois Klammerer était un homme affable aux mains roses pâles étrangement petites, dont la force et le pouvoir étaient pourtant réputés jusque chez les bûcherons et les forgerons. Des années auparavant, on l'avait fait mander à la ferme Hirtz, où le fils du patron, une brute herculéenne complètement bourrée, avait défoncé le toit du poulailler et se roulait dans les fientes depuis des heures en poussant des cris de douleur inarticulés, mais décourageait à coups de fourche toute tentative d'intervention. Alois Klammerer s'était approché de lui, le sourire aux lèvres, avait esquivé lestement les pointes de sa fourche, fourré sans désemparer 2 doigts dans les narines du gars et l'avait terrassé d'un geste pour lui remettre en place, et d'un, les idées, et de 2, ses membres luxés. Cette fois aussi, le rebouteux Alois Klammerer recolla le fémur cassé du petit Egger. Il plaça ensuite sa jambe dans une gouttière improvisée avec de fines lattes de bois, l'enduisit d'une pommade aux herbes et l'enveloppa d'un bandage épais. Egger passa les 6 semaines suivantes au grenier sur une paillasse, faisant ses besoins couchés au-dessus d'une vieille jatte à crème. Des années après, alors qu'il était depuis longtemps un homme fait et assez costaud pour descendre de la montagne un chevrier mourant sur son dos, Andreas Egger repensait encore à ses nuits dans le grenier qui puait les herbes, les chiures de rats et ses propres excréments. Des planches du sol montait la chaleur de la pièce du dessous. Il entendait les enfants du fermier gémir doucement dans leur sommeil, les ronflements tonitruants de Kronstocker et les sons indéfinissables qu'émettait la fermière. De l'étable lui parvenaient les bruits des bêtes qui soufflaient, ruminaient, renaclaient, et lorsqu'il ne trouvait pas le sommeil par nuit claire et que la lune venait s'encadrer dans la petite lucarne du toit, il essayait de s'asseoir bien droit sur sa couche pour la voir de plus près. Le clair de lune était amical et doux. Quand il regardait ses orteils à la lueur de ses rayons, ils avaient l'air de petits fromages tout ronds. Lorsqu'au bout de 6 semaines, enfin, on rappela le rebouteux pour qu'il ôte le bandage, la cuisse d'Egger était grêle comme un os de poulet. De plus, elle saillait au niveau de la hanche et semblait avoir dévié, s'être un peu tordue. « Ça passera avec le temps. Tout passe. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.